Ok, salut. Alors, nous allons reprendre la première vidéo qu'on a fait en parlant de la Révolution française pour, voilà, voir la suite, analyser, étudier comment ça marche, quelles sont les caractéristiques principales, la fin, le début et la fin de la Restauration bourbonienne en France, 1814-1830, pour à continuation voir, analyser, étudier en profondeur la monarchie qui va s'installer après la révolution de Trois Glorieuses, les journées glorieuses de juillet 1830, la monarchie de juillet, la monarchie de Louis-Philippe Ier d'Orléans, et voilà, et on verra aussi la forme de cette monarchie, bon voilà, les caractéristiques principales et tout ce qui est important de connaître de cette période. Alors, on s'était arrêté à la fin du premier empire français dirigé par Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte, qui était devenu empereur après les guerres napoléoniennes ou les guerres révolutionnaires. Mais c'est finalement la bataille de Waterloo qui a mis un terme à cet empire, à cette organisation politique de la France qui sort du processus révolutionnaire et qui en fait, la bataille de Waterloo, elle est remportée par une coalition de pays, parmi lesquels les Anglais et les Russes, qui réunit à Vienne, lors du congrès de Vienne, qui dure de l'année 14 à l'année 15 à peu près, décide de mobiliser tous ses efforts pour restaurer la monarchie en Europe, le régime précédent à la Révolution française, retourner à la normalité monarchique, pour le dire comme ça. Il faut donc commencer pour la France. Donc, c'est le Congrès de Vienne, en fait, qui va décréter la réinstallation, les retours des exilés, la fin du processus révolutionnaire, et tout cela sous la figure de Louis XVIII, qui est en fait le frère, l'un des frères de Louis XVI. Louis XVIII sera donc proclamé roi de France en 1814, après les retours de Napoléon, les 100 jours, voilà, il sera en fait réappelé au pouvoir ou reconstitué comme roi en 1815. Mais en tout cas, de l'année 14 jusqu'à sa mort en 1824, Louis XVIII devient le roi de la monarchie française qui a été rétablie après les processus révolutionnaires. Cette monarchie est intéressante parce que si bien elle signifie le retour de l'ordre ancien, de la monarchie française en ces cas, c'est aussi une monarchie qui déjà doit s'exprimer, se justifier, et donc utiliser des moyens différents pour justifier sa pertinence. On parle en fait en particulier de la charte constitutionnelle de 1814-1815, c'est qui est en fait une charte octroyée, c'est-à-dire un texte légal qui est on peut dire, un pas vers les constitutionnalismes, mais qui n'est pas vraiment une constitution, mais en tout cas un octroi, non, une cession de pouvoirs royaux à la nation, au peuple français. D'accord, c'est ce qui a été fait et signé par Louis XVIII. Une charte qui devient très importante dans la période parce que elle va l'inaugurer, mais aussi la réaction du futur roi Charles X, le frère de Louis XVIII, face à quelques libertés qui sont garanties par cette charte constitutionnelle dans ces ordonnances, signifie aussi la mort de cette étape, brève étape, 1814-1830, de restauration bourbonienne en France. Alors, il est intéressant de voir que dans cette charte constitutionnelle de 1814, la monarchie française, on peut dire, elle n'oublie jamais quelle est l'origine de son pouvoir, donc c'est-à-dire un pouvoir déterminé, dicté, même protégé par Dieu, par la divinité, et donc qui est supérieur et qui n'a pas besoin de justifier sa pertinence, sa légitimité dans le peuple français, malgré les processus révolutionnaires qui réclament la souveraineté nationale comme évidence et comme conquête populaire. En tout cas, la référence à la divine providence, elle est présente dans la charte constitutionnelle, mais c'est un texte qui si bien garantit certains droits et certaines libertés, notamment par rapport à la monarchie absolue. C'est un texte qui
garantit la monarchie comme la seule forme possible de voilà diriger, régner le pays français. L'autorité tout entière réside en France dans la personne du roi, c'est-à-dire que toute forme de pouvoir et propriété appartient à la seule figure du roi. Dans ce cas, Louis XVIII, d'accord? En même temps, il faut dire que voilà, la monarchie reconnaît dans cette charte octroyée la nécessité de s'adapter, de reformuler. C'est intéressant parce que on a terminé la dernière vidéo là où l'on parlait de la fin de Premier Empire et de Waterloo avec un petit texte, un extrait de Victor Hugo qui apparaît au Misérable. C'est intéressant de voir comment, à la fin, il fait référence, Victor Hugo, à comment la révolution, elle a été, on peut dire, enterrée, mais elle n'a jamais été assassinée, tuée ou touchée des morts, d'accord? C'est tout simplement qu'elle va rester sur la base de toute forme politique, de tout régime politique, même les régimes monarchistes qui vont devenir en France juste après la fin de ces processus historiques si importants qui est la Révolution française. Bon, en tout cas, la monarchie, elle arrive avec cette charte octroyée, une charte octroyée qui, voilà, détermine que l'article premier, les Français sont égaux devant la loi, quel que soit d'ailleurs le titre et le rang, les libertés individuelles également garanties, la personne du roi est inviolable et sacrée, ses ministres sont responsables, le roi seul appartient à la puissance exécutive, c'est-à-dire c'est seulement le roi qui contrôle le gouvernement et dirige le gouvernement, et l'article 14 qui parle de le roi comme chef suprême de l'État, et qui fait les règlements et les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État. Voilà, à la fin, cet article dit que c'est le roi aussi qui possède à la fin, dans la dernière instance, le pouvoir législatif. Donc, pas de séparation des pouvoirs, quelques libertés qui sont octroyées, quelques reconnaissances, on peut dire, sous la forme d'articles constitutionnels, mais il ne s'agit pas d'une constitution proprement dit, parce qu'elle ne reconnaît pas la souveraineté nationale. C'est donc une forme de pouvoir qui, du roi, se dirige vers la nation. D'accord? Pas au contraire comme une constitution qui, en reconnaissant la souveraineté nationale, peut choisir, selon les contextes, le pays, le moment historique, etc., d'établir une monarchie. Voilà. On peut dire donc, en résumé, que pendant cette époque-là, les rois détiennent les pouvoirs exécutifs et partagent les pouvoirs législatifs avec les chambres, qui sont élues par les rois et par les suffrages hypercensitaires, et c'est en lui qui réside toute autorité de l'État. Quelques acquis qui sont garantis, bon, la liberté des presses, la liberté de culte, même si la religion catholique devient privilégiée par l'État, l'égalité devant la loi et les impôts et les respects à la propriété privée. D'accord? Il faut dire que Louis XVIII mourira assez vite, en fait, en 1824, et c'est son frère, connu par avoir, on peut dire, une idéologie plutôt ultra-royaliste et radicale dans les domaines de la monarchie et des idéaux hyper conservateurs ou ultra-royalistes, en fait, Charles X, qui sera proclamé roi à la mort de son frère. Charles X, donc, il prend ce qui est jugé pour la monarchie en France, pour l'histoire de la monarchie, une mauvaise décision, et c'est de mettre feu à la charte constitutionnelle, à la fin de son mandat, juste avant la révolution de 1830, ce sont les ordonnances de Charles X, qui va en fait provoquer un éclat révolutionnaire qui finira par, faire tomber la monarchie bourbonienne en France. C'est donc le dernier roi bourbon de la maison royale bourbonienne de la France, Charles X, qui en fait devra s'exiler, partir du pays juste après les journées révolutionnaires de juillet 1830, d'accord, les journées glorieuses. Ces ordonnances, en fait, ce sont des ordonnances qui limitent les libertés, les peu et les faibles libertés octroyées dans la charte constitutionnelle de son frère, proposée par son frère Louis XVIII, déjà mort, la suppression de la liberté des presses, la dissolution de la Chambre des députés, la modification du système électoral, qui réduit encore plus, qui fait encore plus censitaire l'accès à la participation politique des citoyens français, et la convocation des nouvelles élections dans le but de faire sortir ou d'avoir un gouvernement plus favorable à un contrôle social, un ordre social qui est jugé nécessaire pour le roi.
dans les buts d'empêcher les développements révolutionnaires qui, en fait, on peut sentir déjà, en particulier, comme toujours, à la ville de Paris, la capitale. En tout cas, le prétexte des ordonnances de Charles X est le prétexte, je dis, pour l'éclat révolutionnaire qui est en fait représenté, maintenant oui, avec ces tableaux de Eugène Delacroix, La liberté qui dans le peuple, qui en fait représentent les barricades de 1830, les barricades qui ont mis un terme définitivement à la monarchie bourbonienne en France et qui a laissé la porte ouverte à voilà, débattre, discuter, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que la révolution, elle a chassé les rois, c'est-à-dire il a obligé son exil, le vide de pouvoir doit être rempli. Bien évidemment, il y a un caractère, il y a une tradition républicaine en France déjà aux années 30 du 19e siècle qui veut imposer la mise en place d'une république, ce serait la deuxième république française, mais il y a aussi le partisan de s'ouvrir à une vraie monarchie constitutionnelle, d'accord? Et en fait, c'est la deuxième option qui va s'imposer, et c'est là que la monarchie des Juillet ou la monarchie de Louis-Philippe Ier d'Orléans sera née. Les 27, 28, 29 juillet 1830, des barricades à Paris en réponse aux ordonnances de Charles X. Comme les années de la Révolution, Charles X est obligé de quitter le pays. Et après un court, comme je disais tout à l'heure, mais intense débat, la possibilité d'une république tombe, laisse la place à un autre candidat monarchique, qui est Louis-Philippe d'Orléans, ce qui va devenir, en fait, proclamé roi des Français, celui qui va devenir Louis-Philippe Ier. Il est nommé roi en août 1830, il restera au trône jusqu'en 1848, quand une nouvelle révolution va installer la deuxième République française. Alors, le débat, on peut dire que déjà Adolphe Thiers, quelqu'un qui va devenir très important dans la Seconde République, en particulier à la Troisième, les débats, il est important parce que, voilà, on peut voir les arguments un peu défendus par les partisans de la monarchie, et c'est que la proclamation de la République, elle pourrait bien motiver, encore une fois, un conflit ouvert avec le reste des monarchies européennes. Donc, la France risquait de répéter l'histoire. C'est pour cela que la meilleure option étant la monarchie constitutionnelle, ce qui calmerait les esprits anti-révolutionnaires de l'Europe, va s'imposer cette option, d'accord? Et c'est là qu'il commence en fait la monarchie de Juillet. Il y a en fait une image très significative qu'on peut trouver dans ces monnaies. L'une appartient au royaume, à la période de Louis XVIII, la monnaie à gauche, et la monnaie à droite, à la période de Louis-Philippe Ier. On peut observer comment on dit roi des France dans la monnaie de Louis XVIII et roi des Français à la monnaie de Louis-Philippe Ier. C'est c'est anecdotique si vous voulez, mais il y a derrière cette expression, les deux expressions, il y a une signification très importante. Roi des France, ça veut dire à la fin, on peut identifier un sens de propriété. La France est à moi, je suis le roi des France. Par contre, dans l'expression de la monarchie des Juillet, de Louis-Philippe Ier, roi des Français, fait déjà une référence à le roi comme un sauveur, comme le premier des citoyens, et donc celui qui est responsable du bien-être de ses voisins, de ses citoyens. En tout cas, c'est un élément anecdotique ou symbolique, mais il est déjà très important pour comprendre les caractères qui sera mis en place pendant cette monarchie, ou quand même les discours qu'on veut imposer ou faire arriver à toute la population pour calmer les esprits révolutionnaires, en même temps assurer l'ordre public, la paix sociale. En fait, il s'agit de les modèles par excellence de la monarchie bourgeoise, c'est-à-dire une monarchie assez progressiste et libérale qui sert, on peut dire, comme moyen d'affirmation des intérêts de la bourgeoisie croissante dans ces premiers contextes de révolution industrielle qui commence à devenir une classe sociale. Il a été une classe sociale, on peut dire, politiquement importante pendant l'étape de la révolution. Maintenant, au niveau économique, elle va jouer un rôle clé, essentiel aussi. Voilà, alors, et les idées générales de la monarchie des Juillet, 1830-1848,
Voilà, c'est une monarchie en fait de droit constitutionnel qui remplace l'idée des droits divins proposée par la monarchie bourbonienne de Louis XVIII et Charles X. C'est intéressant parce que c'est une monarchie qui commence à travailler la symbologie tricolore, la symbologie républicaine française. Louis-Philippe s'est fait portraiter au lieu d'avec un manteau royal du sacre, les manteaux de la monarchie française, avec l'uniforme de la garde nationale et uniforme dans lequel il y a représenté les trois couleurs qui représentent le drapeau républicain français. C'est un règne, donc un régime politique parlementaire qui se base au Parlement. Cependant, il faut le dire, ce n'est pas un régime, un règne démocratique, dans le sens qu'il n'existe pas les suffrages universels, ni masculin ni féminin. En fait, ce sera une revendication de la Révolution 1848 qui va réussir à imposer les suffrages universels masculins. Et c'est une monarchie qui est née des barricades et de l'insurrection populaire. Cependant, elle ne comptera pas avec un soutien, une légitimité populaire, mais plutôt avec une légitimité de l'oligarchie économique, de la richesse, de la bourgeoisie, des différentes élites qui vont voir une opportunité belle, intéressante, pour affirmer son pouvoir politique, économique et donc social à travers la monarchie de Louis-Philippe d'Orléans. D'accord? Voilà. Voilà quelques images encore, quelques tableaux qui représentent cette image de Louis-Philippe, toujours entouré des gens de la garde nationale, des membres de la mairie de Paris. Il prête serment solennel à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'hôtel des villes de Paris, donc emblème de pouvoir populaire de la capitale, à gauche, et à droite, comment Louis-Philippe distribue on peut dire les drapeaux tricolores au chef des bataillons de la garde nationale. Non, c'est une sorte de milice républicaine qui a été toujours utile au processus révolutionnaire, utile important quand même. Voilà, donc on voit que l'imaginaire, le discours qui va se construire autour de la figure de Louis-Philippe Ier, le roi des Français, le roi de la monarchie de Juillet, c'est quand même différent à celui construit soit par Louis XVIII, soit par Charles X. On pourrait bien trouver sorte de synthèse entre la monarchie traditionnelle française, la Révolution et la figure de Napoléon Bonaparte même, d'accord, qui est très militarisé, comme vous voyez aussi Louis-Philippe Ier, qui s'entoure de la garde nationale et de son uniforme normalement. Alors, si on parle de base des régimes, il faut dire qu'il s'agit en fait, au niveau légal des textes, il s'agit d'une modification de la charte constitutionnelle de 1830. Si on parle de bases de régime, les bases institutionnelles, les bases politiques, les bases les plus, caractéristiques, il s'agit d'une monarchie parlementaire, à l'anglaise, pour le dire comme ça, une monarchie qui compte avec les soutiens des chambres des parlements pour exécuter le pouvoir législatif et aussi les décisions, les pouvoirs exécutifs. Les rois, en fait, ils ne peuvent pas gouverner par ordonnance, référence directe aux ordonnances de Charles X, qui a troublé la vie sociale, la paix sociale en France en voulant imposer sa volonté. Il contrôle le pouvoir exécutif, mais il n'a pas 100% complet le pouvoir législatif. L'initiative des lois est partagée avec les députés de la Chambre. D'accord. Ces députés sont choisis parmi un suffrage censitaire qui s'explique que selon la richesse qui existait déjà sous Louis-Philippe et Charles X et qui a été élargie mais qui est encore réduit à une partie de la population qui contrôle la richesse, la bourgeoisie. Voilà. On a aboli la censure de la presse, le catholicisme n'est plus la religion d'État, elle continue à être privilégiée, bien évidemment, mais il y a une petite séparation, donc on voit un caractère républicain, laïque ici, si vous voulez, et voilà. Un élément intéressant de comment ça marche le système politique est que l'hérédité de l'appartenance à la chambre de pairs, donc la chambre haute, ce qui sera plus tard, on peut dire le Sénat, est supprimé. Donc ce n'est pas un droit héréditaire, mais un droit, on peut dire, qu'on peut remporter à cause de la richesse. Voilà, c'est ça. C'est une définition intéressante, une explication intéressante de ce que c'est la monarchie de Juillet.
Par rapport à l'économie et à la société, on peut dire que les années de la monarchie de Juillet, ce sont des années importantes parce que ce sont des années où vont commencer à se consacrer deux visions du monde, où va commencer à se construire la société de la nouvelle France, pour le dire comme ça, une France, on peut dire plutôt focalisée sur la question industrielle, économique, du libéralisme économique, du capitalisme international, que sur une structure plutôt ancienne ou basée à la tradition de la monarchie de l'Ancien Régime. En tout cas, on peut dire que au niveau économique et social, il y a d'un côté l'affirmation de la haute bourgeoisie et les mondes des finances. Paris, en fait, devient la capitale européenne, ou l'une des capitales européennes et même mondiales de cette pratique économique de la finance et des spéculations financières. Cela signifie un fleurissement économique, l'entrée de capitaux, et à la fin une affirmation de la bourgeoisie française, mais aussi de la bourgeoisie européenne et mondiale, ou américaine, mais en même temps aussi une contestation dans les couches populaires à la tendance qui est en train de suivre l'économie mondiale et comment le déploiement de la révolution industrielle affecte la vie, précarise la vie des couches populaires, et on voit en fait le fleurissement pas de l'économie, mais à côté de ces fleurissements de l'économie, les fleurissements aussi de la précarité, les inégalités croissantes. Donc on peut dire que en même temps, l'affirmation de la bourgeoisie, ou de la haute bourgeoisie plutôt, et les finances est accompagnée en parallèle, c'est l'autre côté de la monnaie, de la naissance de la conscience petite bourgeoise et ouvrière, qui va en fait devenir très importante dans les développements politique, sociale et économique même de la France et de l'Europe dans l'avenir. C'est vrai que les contextes, je me fais mettre les chapeaux là. Le contexte, il est évidemment un contexte de naissance ou de renforcement, d'établissement des bases, des principes qui vont devenir plus tard les bases du capitalisme industriel. On commence à voir donc l'État qui s'engage à la modernisation des infrastructures, la construction des lignes, des chemins de fer, les premières usines, une croissance économique évidente et favorable. Et voilà, en fait, un exemple très clair de cela, c'est comment la croissance économique, elle est identifiée avec une sorte de le droit politique. C'est-à-dire, si vous voulez avoir le droit au suffrage, ce n'est pas les pouvoirs qui vous interdisent de le faire, mais en tout cas, il faut s'enrichir. Enrichissez-vous. L'économie elle est libéralisée, elle est en train de grandir, profitez de l'occasion. Bien évidemment, tout cela appartient à une minorité privilégiée qui peut, on peut dire, s'enrichir et donc participer à la vie politique. Donc on voit une polarisation sociale qui va se manifester tout au long de l'histoire, en particulier au 19e siècle, et qui va en fait créer une fracture importante entre les classes dirigeantes, l'oligarchie économique au pouvoir, et les couches populaires, les ouvrières, les travailleurs, les travailleuses, qui vont devoir réclamer ces droits évidents avec de la violence et des efforts particuliers. Ça, c'est François Guizot, qui est l'homme fort du gouvernement de Louis-Philippe Ier. Et on peut dire quelqu'un qui se consacre à empêcher le développement de certaines réformes sociales et politiques qui sont réclamées pour les couches populaires, pour la petite ou la moyenne bourgeoisie. Et voilà. Par contre, on voit aussi des épisodes et des situations qui commencent à décrire une situation de difficulté pour la monarchie de Juillet et une montée de la tension sociale, politique chez les couches populaires. C'est par exemple ce qui se passe à Lyon entre l'année 31 et l'année 34, les révoltes des canuts, c'est-à-dire des ouvrières de la soie qui, comme exemple, en fait, c'est ces épisodes de révolte, d'insurrection qui ont lieu à Lyon et qui vont se répandre un peu dans la périphérie et même dans d'autres villes. On entend les ouvrières de la soie de Lyon se révolter et on peut suivre son exemple. C'est en fait un exemple de la prise de conscience ouvrière à l'époque. Les ouvrières commencent à prendre conscience qu'il faut faire quelque chose pour changer, transformer leur réalité quotidienne qui est condamnée à la précarité. Pendant que, en même temps que
une couche aisée, privilégiée dans la question politique et sociale et économique, s'enrichit et commence à mener une vie de luxe, donc commence à s'affirmer comme une classe dirigeante à travers les luxes, la consommation des luxes et voilà les privilèges en général. Donc on commence à voir cette fracture, cette polarisation sociale qui voilà, qui va avoir un impact très fort, pas seulement au 19e siècle, mais encore au 20e siècle. En fait, les demandes de ces ouvrières, ce sont des demandes qu'on va rencontrer à la Révolution de 1848 par les ouvrières parisiennes, des demandes donc qu'on peut dire universelles de la couche ouvrière qui commence à prendre conscience à cette époque-là, réduction de la journée de travail, augmentation des salaires et même la possibilité de mener des politiques de réduction de la misère sociale pour voilà finir avec la précarité ou quand même la limiter à des exceptions. D'accord. On peut dire cependant que la monarchie de Juillet, elle n'est pas capable de résoudre la question sociale et que c'est en fait la barricade qui a donné naissance à la monarchie qui va aussi faire tomber la monarchie. Monarchie qui durera 18 ans et qui sera née à cause d'une crise de la monarchie bourbonienne de Charles X, mais qui mourira aussi à cause d'une crise parce que c'est une monarchie qui, c'est vrai, elle a représenté une aspiration réformiste dès quelques ans, mais elle n'est pas capable de donner une réponse ferme, sérieuse, universelle à une partie des demandes à chaque fois plus importantes. Ce sont les demandes notamment des couches populaires. Donc, ce régime qui n'est pas capable d'installer une monarchie constitutionnelle durable et stable en France, se voit, on peut dire, attaqué par trois grandes crises. D'accord? On divise les grandes crises de la monarchie de Juillet à travers la crise du suffrage, qui doit voter, donc à qui appartient les droits politiques, de participer dans la vie politique, et donc légiférer, faire partie du pouvoir législatif, des discussions législatives, du pouvoir exécutif. Pourquoi seulement la richesse? Pourquoi les couches populaires n'ont pas accès directement à la discussion politique s'ils font partie de la nation? La crise de légitimité qui s'explique légèrement par, d'un côté, la montée des oppositions qui mettent en doute la légitimité de la monarchie, mais encore les monarchistes qui se posent la question, mais c'est qui alors pour régner en France après autant d'années de la maison bourbonienne qui a été rétablie grâce à la coalition européenne des monarchies. Donc, on peut dire que la monarchie de Louis-Philippe Ier, elle souffre un peu des crises de légitimité à cause d'événements, voilà, parce que les Orléans, à la fin, sont une branche mineure de la maison royale des Bourbons. Mais voilà, donc la crise liée au suffrage par les droits politiques, la crise de légitimité, à qui les droits régner, qu'est-ce qu'elles veulent, les oppositions, et finalement, et peut-être la plus importante, une crise sociale. À qui la richesse, à qui appartient la richesse, et comment faut-il organiser le travail. En fait, ce sont des crises qui, on peut dire, qui vont avoir une intense. Non, il y a un moment spécial de l'histoire de la France qui se situe à la fin des années 30, 29-30, et la célébration de ces banquets, les banquets républicains, c'est-à-dire l'opposition à la monarchie de Juillet, ou une opposition qui n'est pas vraiment radicale, mais qui se radicalise au fur et à mesure qu'on voit l'impossibilité de transformer la société et les systèmes, les régimes politiques de la monarchie de Juillet, dans les banquets, ces réunions critiques avec les pouvoirs qui concentrent l'opposition, sont interdits directement par Guizot, qui voit une menace parce que on commence à discuter les trucs qu'on vient de présenter, non? La question du suffrage, la question de la légitimité et plutôt la question sociale. Donc, considérés une menace, les banquets sont interdits, fermés. Au lieu de partir chez eux, le membre de ces banquets vont décider de faire appel à la révolution. On ne peut pas nous empêcher le droit de nous réunir. C'est un droit reconnu, c'est une liberté individuelle et collective essentielle. Et donc, c'est la révolution. Et c'est dans ce contexte de refus de l'opposition et des capacités de réunir et de discuter dans les banquets que la révolution de février arrivera en 1848, une révolution qui sert
comme prétexte à la proclamation de la Deuxième République française. Une Deuxième République française qui, en fait, sera née avec un fort caractère populaire. La révolution, elle a un fort caractère populaire, donc elle est participée par le peuple, par les couches populaires, et donc de revendications liées au travail, à la fin de la vie précaire, la revendication du suffrage universel masculin, par exemple, sont déjà imposées par les gouvernements provisoires et feront partie de la normalité à peu près, parce que c'est une période très courte de la Deuxième République française, de cette République. Mais cela, on le verra dans la prochaine vidéo, où l'on parlera de la Deuxième République française et du Second Empire, jusqu'à la proclamation de la Troisième. D'accord? Allez, ciao ciao.